parce que Charette, à partir du mois d'août 1794, vient s'installer à Nîmes. Et Nîmes et le sud de La Roche-sur-Yon va devenir très intéressant. Alors je vais aller un peu plus vite parce que je vais respecter mon horaire. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que à partir de 1795, il y a des idées de débarquement. Le comte d'Artois, qui est le frère du roi, Louis XVIII, qui sera le futur Charles X, est parti de Londres à bord d'un bateau qui s'appelle le Jason et est venu accoster sur les lieux, débarquer les lieux. Il s'est installé dans une maison qui s'appelle la maison Cadou. Et ce qui est intéressant, ce qui est projeté, c'est de débarquer sur la côte vendéenne avec des hommes pour venir appuyer Charette. Alors, il y avait eu une précédente histoire déjà lorsque on avait fait le débarquement de Quiberon. Et Charette était très mécontent parce que quand il avait appris qu'on allait débarquer, alors c'était la Puisaye et puis ce sont les troupes qui vont aller rejoindre les Chouans, hein, les Bretons. Je tiens à rappeler que les Vendéens et les Chouans, c'est pas vraiment la même chose, c'est des dates et des objectifs un peu différents. Ce débarquement de Quiberon va échouer. Il va être lancé le 21 juin et le 23 juillet, ça sera terminé. Il restera plus rien. Il va échouer et il reste des bateaux qui sont là au large de l'île-Dieu. Pourquoi notre région devient intéressante? C'est parce qu'on s'installe à Nîmes pour essayer de maîtriser la route qui mène à la mer et pour contrôler les plages, notamment les plages de la Tranche-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Voilà ce qui est intéressant. Et c'est pour ça que Charette revient ici. Il va venir en 1794 au cours de l'été. Et vous savez, 17 février, il y a le traité de la Jaunais. Donc il y a eu un peu avant une loi d'amnistie, c'est-à-dire que Robespierre est mort le 27 juillet, le 9 Thermidor, 10 Thermidor. 9 Thermidor, c'est la chute politique de Robespierre. 10 Thermidor, c'est la mort physique de Robespierre, qui a été une balle et qui va être guillotiné dans un sale état. Et ensuite eh bien, il y a une autre ère qui s'ouvre. Hein, les Tureaux ont été renvoyés. Le capitaine Goy-Martinière, pour finir sur lui, celui-ci est tellement sanguinaire, il est tellement horrible, hideux, que même les siens finissent par reconnaître qu'il était au-delà de tout, et le 8 avril, il est arrêté. Il y a des jeunes de Marie-sur-Lay qui ont été dénoncés, mais ce type-là, même si on est républicain et qu'on est fervent révolutionnaire, on ne peut pas le cautionner. Il viole, il tue, il pille, c'est une horreur. Alors il est arrêté le 8 avril, pardon. Et on l'emmène à Fontenay-le-Comte, procès militaire, tribunal militaire, et hop, ça c'est le 11 avril, condamné à mort, exécuté, fusillé dans la journée. C'est assez rare. Huchet, le général Huchet. Ah, lui c'est pas du tout... C'est vrai qu'il s'est moissonné les mains dans la vallée du Mont-Suisse. Il donnait des ordres. On dirait qu'il serait fourniture par instigation. Complice par instigation, pardon. Et par fourniture de moyens. Alors celui-ci, ben, il n'est pas du tout condamné à mort. Il est au contraire honoré et de général de brigade, il va passer général de division. On va le retrouver par contre en 1796 comme étant l'un des pires ivrognes de l'armée française. Et il boit tellement qu'on ne peut plus le maintenir à son poste et on le révoque. Voilà la fin du général Huchet. Et il nous reste Turreau de Lignières. Turreau de Lignières, lui, c'est admirable, on en parlera en bas dans la carrière. Turreau de Lignières, lui, il va s'en sortir. Il va devenir ambassadeur de Napoléon aux États-Unis. Et alors même s'il y a des contestations, il aurait l'ordre de Saint-Louis, l'équivalent de la Légion d'honneur donnée par Louis XVIII. On en parlera tout à l'heure dans la carrière, et je reviens à notre Charette en 1795. Mais vous voyez, ces hommes qui sont passés en 1794 en mars ici, eh bien, ne sont pas tous morts et ont même été plutôt récompensés. 1795, à partir du moment où le comte d'Artois est là, le général Charette, notamment à partir du mois de septembre, est omniprésent sur la zone avec 9000 hommes. 9000 hommes. 900 chevaux. Alors quand ça se déplace, ça fait du bruit. Charette, c'est pas n'importe qui. Vous savez, si vous lisez les mémoires de Las Cases, Sainte-Hélène, tome 7, Las Cases reprend ce que Napoléon a dit de Charette. Oui, dans cet homme-là,
je vois percer le génie, signé Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Et ça, c'est le roi de la Vendée, c'est Charette. C'est un homme, voilà. Il y a des bleus hein, qui sont aussi exemplaires, enfin, qui sont de très bons soldats. Le général Hoche, par exemple, est un soldat exceptionnel, exceptionnellement fort. Il mate en Bretagne, quand il arrive en Vendée, il retourne aussi la situation. Hein. Vous avez aussi Axo. Hein. Axo, Clouzot. Voilà, c'est un homme, à la fin, il est encerclé par un lieutenant de Charette, parce que Charette traîne dans les parages, il est touché, il est décellé, il tombe par terre, et il se dit, c'est plus le général qui est là, c'est le guerrier, et il y va un sabre et un pistolet à la main, et il y va jusqu'au bout. Donc ça, c'est un républicain. Ici au Clouzot, si vous passez au Clouzot, ben, vous pouvez vous arrêter, il y a une petite stèle qui rappelle l'événement. Mais il y a notre Charette, notre roi de la Vendée, là. Celui qui, à juste titre, est monté devant pour bien symboliser ce qui s'est passé en Vendée, eh bien, notre Charette, à partir du mois de septembre, veut absolument avoir dégagé militairement l'accès entre le sud de la Roche-sur-Yon et la plage de la Tranche-sur-Mer et la baie d'Aiguillon. Donc pour cela, il faut absolument une concentration d'hommes très importante. On est le 23, 24, 25 septembre 1795, ici. Sur la route qui va à Champ-Saint-Père, il y a un lieu-dit qui s'appelle, entre Cheilly et Champ-Saint-Père, qui s'appelle la Belle Étoile. Et bien ici, à la Belle Étoile, va se jouer la fin de Charette. Dans un endroit que certains Chaillais ou certains Champierrois, peut-être, connaissent, ça s'appelle le Gîte Brûlé. Il y a un champ qui s'appelle le Gîte Brûlé, en souvenir d'une nuit où Charette est là avec tous ses hommes, ses 9000 hommes. Alors, ça fait du bruit, ça se voit loin. Et à un moment donné, c'est le soir, on se dit, tiens, bah, il faut faire à manger, donc faisons du feu. Et par malchance, le feu va se propager dans la gîte. Et les républicains qui sont tout autour, parce que ce qui est stratégiquement intéressant, c'est de prendre la main sur Saint-Cyr-en-Talmondet. Il va y avoir une grande bataille à Saint-Cyr-en-Talmondet, qui est une bataille décisive. Et qu'est-ce qu'ils voient les républicains? Il y en a un petit peu partout des républicains. Il y en a à Saint-Vincent-sur-Garonne, il y en a aussi, ils sont dans les parages à Champ-Saint-Père, parce qu'on avance, on recule. Dans la journée, Charette a essayé de faire une incursion en Champ-Saint-Père, mais il a trouvé très vite des troupes, donc il s'est replié. Et on se dit, le lendemain, ça doit être une journée très importante. Sauf qu'on voit l'incendie se propager, la fumée s'en va et on voit les flammes, et les républicains vont s'organiser pendant la nuit. Et il va y avoir une grande défaite à Saint-Cyr-de-Talmondet. Charette arrive, les Bleus, donc il y a une première bataille un peu importante dans un lieu juste à côté de Saint-Cyr, qui s'appelle la Barunière. Et puis après, il y a au niveau de l'église, dans le village, les Bleus se sont postés partout, ils attendent les hommes de Charette, et c'est le carnage. Des lieutenants importants de Charette sont blessés ou morts, Noël, tout ça. Ces gens sont blessés. Pour Charette, c'est très mal engagé. Il se replie, il revient sur Némy, mais Némy lui-même est repris par les Bleus, donc il est un petit peu embêté. Il parvient à reprendre les Bleus et il écrit au comte d'Artois, parce que les liaisons sont brisées. Le comte d'Artois est un personnage très important, hein, c'est le frère du roi. Il faut vous rendre compte, hein, c'est l'équivalent, alors et après, on ne va pas prendre des comparaisons, mais c'est une sorte de Premier ministre, c'est quelqu'un d'extrêmement influent et sur le plan militaire qui compte. Avoir des troupes du comte d'Artois, c'est capital. Artois lui dit, mais écrit à Charette, le 5 octobre notamment, mais donnez-moi donc un lieu où je puisse vous rejoindre. Hein, de quelque endroit entre Saint-Jean-de-Mont et l'Aiguillon-sur-Mer que je parvienne à vous rencontrer, mes desseins et notre alliance sera magique, sera formidable, nous pourrions enfin faire ce que nous voulons. Sachez que j'y tiens beaucoup. Sauf que Charette lui dit, mais réponse, mais c'est que je suis cerné et que les Bleus me regardent de partout. Je ne peux plus avancer, je n'ai pas la maîtrise militaire du couloir menant à la mer et à la plage. Alors Charette va quand même réussir à aller jusqu'à la plage de la Tranche-sur-Mer, mais il attend le comte d'Artois. C'est pas le comte d'Artois qui arrive. Vous connaissez tous cela, ceux qui sont un peu initiés en histoire locale. C'est le seigneur de Pouzauges qui débarque et qui offre une
épée, je ne recule jamais. Charette est dans une colère phénoménale. Il aurait dit voilà, aujourd'hui j'ai 15 000 hommes, demain j'en avais plus qu'une poignée. En faisant cela, eh bien, je me suis réduit plus qu'à rien, je n'ai plus que deux options, plus qu'une option, me battre ou mourir, me livrer tout de suite. Et puis à partir du 1er décembre 1795, toute la zone ici du sud de La Roche-sur-Yon est entièrement reprise par les Bleus. C'est terminé, c'est fini. Charette, à partir d'une bagarre au des loups, là, il va se cacher. Stofflet, qui est le pendant de Charette pour les Mauges, lui-même à un moment est arrêté. Il va mourir. Et Charette, eh bien, vous savez, c'est la fin, on va finir là-dessus. C'est le 23 mars. Il est dans les bois de Chagotier, à Saint-Sulpice-le-Gardon. On l'entoure. C'est le général Travaux qui est là. Et il essaye de cacher un peu son identité, mais non, c'est bien dit, c'est Charette, il est arrêté. Il emmène au château du Pont-de-Vie. Et puis il s'en ira ensuite sur Nantes. Il sera exécuté sur la place Viarme, avec quand même ce grand moment de bravoure, de courage, d'honneur de Charette. Sur la place Viarme, c'est lui qui a commandé le tir. Il avait dit, lorsque je baisserai la tête et je fermerai les yeux, tirez messieurs. Et il va le faire. C'est un acte de courage qui mérite d'être célébré. Alors on en finit ici, sur cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant, pour tenir notre... Messieurs, nous voici au fameux chemin du paradis. Le chemin du paradis commence au fond il commence ici, il débute, il monte vers un lieu-dit qui s'appelle le paradis. C'est donc ici que le 28 mars 1794, eh bien, un certain nombre de victimes ont été retrouvées mortes après avoir été passées par le fil de l'épée ou des baïonnettes. Il y avait un pont à ce niveau, un pont qui était recouvert de bois. Voilà. Et les Chaïsais essayaient de se sauver par ce pont. Les Chaïsais essayaient de se sauver par ce pont et de s'enfuir vers Saint-Florent-des-Bois, la colonne infernale en allant, elle, vers Némy. Voilà un petit peu sur le plan géographique et historique. Ici, c'est un lieu charmant. On me disait il y a quelques instants que dans les années 50, il y avait une plage et que les enfants de Chaillé-sur-les-Ormeaux venaient à la plage. On avait fait mettre du sable. Il y avait une petite plage artificielle à ce niveau. Et il y avait un ponton. Voilà. Alors, je tiens à remercier Madame Laurent qui nous accueille ici aujourd'hui. Nous sommes chez elle. Et merci Madame Laurent de nous permettre de poser cette plaque commémorative. Nous allons procéder en deux temps. Je vais demander à Pierre-Gilles et Angelaire de venir me rejoindre déjà. Je vais demander à Madame Mikiou de venir aussi. Et puis à Monsieur le maire de Chaillé-sur-les-Ormeaux et de Saint-Florent-des-Bois, si vous voulez bien vous avancer aussi. Voilà, et puis monsieur le curé, une fois qu'on aura délivré, si vous voulez faire une bénédiction, ce sera avec plaisir. Alors pour commencer, je vais vous lire un passage des souvenirs de Madame la Comtesse de la Bouère, qui vous explique ce que sont les colonnes infernales et le passage des colonnes infernales pour elle. Alors, j'y vais, c'est un petit peu long, mais je vais essayer d'être assez rapide quand même. Une fois les colonnes incendiaires dans le pays, il n'y avait plus moyen de se sauver. Il fallait de toute nécessité se cacher, soit dans les bois, soit dans les genêts ou les ajoncs. Ces colonnes s'étendaient tellement, se croisant même dans leur marche, qu'il était impossible de se hasarder à les éviter. En fuyant un parti, on pouvait tomber sur un autre. C'était une battue générale pour exterminer, en s'avançant, toute la population,
y passaient, incendiant en même temps bourgs, villages, châteaux, sans épargner les plus misérables masures. Une fumée noire et épaisse s'élevait dans l'air, qui devenait rouge et embrasée à mesure que la destruction s'étendait dans la campagne. Cette fumée, s'unissant aux nuages, formait comme une barrière qui interceptait la vue du ciel. Il semblait que la terre en était séparée par le crime. Il n'y avait pas alors un rassemblement de plus de 10 hommes armés. Ainsi, il ne fallait pas espérer le moindre secours d'amis, ni attendre aucun sentiment de commisération et de pitié d'un ennemi implacable. Ce système de massacre et d'incendie général commença par glacer tout le monde d'épouvante et de terreur. On ne peut exprimer ce que chacun ressentait. À force de penser, on ne pensait plus. On ne songea d'abord qu'à se soustraire des colonnes incendiaires. Dès le matin, c'est-à-dire avant le jour, on était sur pied. Les bestiaux abandonnés dans les champs, la prière faite en commun, la soupe mangée, chacun se dirigeait selon son inspiration. Les hommes allaient se camper dans quelques lieux élevés et ombragés, afin de surveiller à travers les arbres l'ennemi pour le fuir ou pour essayer après son départ d'arrêter les ravages de l'incendie de leur maison. Il arrivait parfois qu'ils étaient surpris par les républicains. C'en était fait d'eux. Quant aux femmes, elles étaient encore plus malheureuses, ayant à redouter plus que la mort. Elles ne pouvaient sauver leur vie et celle de leurs enfants qu'en se cachant à la vue des soldats dont le courage était employé au vil et cruel métier de boucher de leurs semblables. Selon la direction des flammes qui indiquait la marche des colonnes, elles allaient dans les endroits les plus éloignés des chemins qu'auraient pu suivre les bleus. L'embrassement finissait par s'étendre tellement qu'on ne pouvait plus se croire en sûreté nulle part. Il fallait disparaître de la terre. Voilà un court extrait des souvenirs de Madame la Comtesse de la Boère, qui nous montre un peu ce qu'était l'ambiance lors du passage des colonnes infernales. Alors, je vais demander maintenant à M. Driard et à M. Battiot, de bien vouloir dévoiler la plaque commémorative. Nous en ferons la lecture, vous pourrez la regarder après. Nous écouterons un extrait du Panis Angelicus de César Franck, chanté a cappella ici, dans cette carrière. C'est une carrière où on est cherché des pierres pour construire des maisons, je crois. Et nous écouterons pour terminer ces deux garçons nous déclamer un poème de Paul Éluard qui me semble bien inspiré et qui s'appelle « Liberté ». Souvenir des guerres de Vendée et du passage des colonnes infernales dans la vallée de Lyon le 28 mars 1794. Le 25 mars 1794, le général Huchet, à la tête de la garnison militaire de Luçon, reçoit l'ordre du général Turreau, commandant de l'armée de l'Ouest, d'enlever toutes les subsistances, le fourrage et les bêtes à cornes des communes du Tablier, de Saint-Florent-des-Bois, de Chaillé-sous-les-Ormeaux et de Némy. L'ordre écrit indique que tous les bourgs, hameaux, villages, fours, moulins seront entièrement brûlés sans exception et que les habitants reconnus comme ayant pris part indirectement à la révolte de leur pays seront exterminés sur le champ. Le 28 mars 1794, le capitaine Goy Martinière arrive de Mareuil-sur-Lay avec sa troupe de soldats, lesquels enflamment toutes les habitations et massacrent les habitants sans aucune distinction, y compris ceux acquis aux idées de la Révolution, et cela en dépit de leurs protestations. L'église de Chaillé-sous-les-Ormeaux est mise à feu. Les cadavres jongent le sol, hommes, femmes, enfants. Le capitaine Goy Martinière, dénoncé pour ses méthodes expéditives par les habitants de Mareuil-sur-Lay, sera lui-même condamné à mort par le comité de surveillance de Luçon le 11 avril 1794 pour viol, massacre et incendie. Sur un chemin, les corps retrouvés sont plus nombreux. Les Chaillais et Saint-Florentais ont cherché à se rassembler et s'enfuir. Ils seront sabrés ou tués à la baïonnette. Ce lieu porte aujourd'hui le nom du chemin du paradis. Sur ce même chemin, souvenez-vous, recueillez-vous. Monsieur le curé, si vous voulez bien bénir cette plaque.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons quelques instants pour nous souvenir, pour nous recueillir, pour toutes les personnes qui sont décédées ici, pour toutes les personnes qui sont victimes des guerres. Prions le Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour ton peuple, qu'elle rende vigueur à tes fidèles, afin que dans chacun de leurs actes apparaisse la puissance de ton amour, la puissance de ton pardon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons écouter donc maintenant le Panis Angelicus. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Nous allons finir en pensant à tous ces gens qui se sont battus pour leur liberté et pour ceux qui sont morts, bien sûr. Et nous terminons avec un poème de Paul Éluard, écrit en 1945, qui est bien connu. Les garçons, c'est à vous. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur les pins blancs des journées, sur la saison fiancée, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les plages qui débordent, j'écris ton nom.
Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur toute la chair accordée, sur le front de mes amis, sur la main qui se tend, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté, Paul-Éluard. Merci les garçons, merci à tous, notamment Monsieur le maire de Chaillé et Monsieur le maire de Saint-Florent pour votre présence tout au long de cet après-midi.